tous et bienvenue pour ma 29e critique. Interwell propose une description de la première partie du système solaire, c'est-à-dire de Mars, Mercure, Vénus et de quelques astéroïdes. Ensuite, dans les chapitres suivants, on traite des archétypes que les joueurs peuvent incarner, des technologies, d'un petit bestiaire, et le dernier chapitre porte sur les idées pour des campagnes. Il m'est presque souvent arrivé lors de mes lectures de livres, qu'ils soient de jeux de rôle ou non, de me laisser emballer par le style de l'auteur, et quand j'en racontais l'histoire à mes amis, tout devenait encore plus merveilleux que le roman lui-même. Il m'est arrivé la même chose avec ma dernière critique, Deep Beyond. Après quelques heures de réflexion, je me suis rendu compte que tout était de la faute à David Pulver. C'est lui qui a écrit les 2 premiers livres de Transhuman Space que j'ai critiqués. Mais pour cette critique et pour le supplément Interwell, c'est pas Pulver qui l'a écrit et je dois dire que je m'ennuie déjà de son style. En effet, Interwell est un supplément quasiment mort au niveau du style et on a l'impression que l'auteur n'a pas su intégrer de manière symbiotique l'univers de Pulver. Mais que voulez-vous? Il reste que l'auteur s'est attaqué à un gros morceau du système solaire, Mars, Mercure et Vénus. Comme j'ai mentionné en introduction, Interwell s'intéresse à ces planètes, mais particulièrement à Mars, que les Chinois ont colonisé depuis plus de 70 ans. Je vous rappelle que Transhuman Space se déroule en 2100. Donc, le chapitre 1 se concentre sur l'histoire de la planète rouge en commençant en 2001 par les premières explorations robotisées et se terminant en 2100 avec les premières voix s'élevant pour l'indépendance de Mars. Entre-temps, Mars a complètement changé de visage. Elle est habitée par plus de 2 millions de personnes, entendez par là génétiquement modifiées ou encore fabriquées pour respirer l'atmosphère martienne. Et grâce à quelques manipulations génétiques et l'utilisation de miroirs en orbite autour de la planète, une mer a pu être constituée. Vous vous demandez sûrement comment ils s'y sont pris. Tout d'abord, 2 mentalités. Les préservationnistes et les Verts s'affrontaient. Un petit groupe des Verts a décidé de relâcher une bactérie et ça s'est suivi une montée des gaz à effet de serre. Donc, vous connaissez la suite, augmentation de la chaleur, création d'une atmosphère, et ainsi de suite. Ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est pas que Mars n'est plus rouge, mais que les Verts ont été exilés à la suite de leur action, qu'ils sont devenus des Duncanites, du nom de leur chef Silas Duncan. On les retrouve partout dans le système solaire, soit travaillant à la terraformation d'Europe, ceux de cette allégeance, on les nomme les Duncanites verts, ou encore ils cherchent à modifier l'homme profondément pour le rendre capable de respirer, comme par exemple le sulfure sur Io. Ceux-là, on les nomme les Duncanites rouges. Ces 2 groupes sont à la fois respectés, craints et chassés. Le chapitre 2 s'intéresse aux résultats de la terraformation. Comme j'ai mentionné voilà quelques secondes, à la suite de l'augmentation de l'effet de serre et de l'impossibilité de l'arrêter, les autorités ont construit des miroirs orbitaux et ont fait chauffer la calotte glaciaire pour en faire un océan. Cette masse d'eau a complètement changé la surface de la planète. Tout autour de cet océan se trouvent des colonies chinoises, américaines, japonaises et même péruviennes. L'auteur a écrit en 15 pages un guide touristique de Mars. C'est un chapitre très aride à lire à cause du style quasi télégraphique et dû à la quantité d'informations à transmettre. À plusieurs reprises, on sent que c'est un travail désincarné, comme si l'auteur travaillait à la pige. Mais il se reprend un peu plus tard dans le chapitre 4. Comme si c'était pas assez, après la description d'un bout à l'autre de la planète et de tous les genres d'habitats que les nations ont construits, le chapitre 3 nous assomme avec des données sur l'environnement martien. Là, quand j'entends environnement, je veux dire la composition de l'atmosphère, celle du sol, les précipitations, les types de terrain et j'en passe. C'est un chapitre vraiment ennuyant dont la principale qualité est d'être d'une longueur de moins de 5 pages. Le chapitre 4 est vraiment une perle. Il est présenté comme une revue des organisations qui se trouvent sur Mars.
Il y a les nations qui sont décrites, ensuite les corporations, les mouvements criminels, les mouvements associatifs, les mouvements terroristes, les religions, les mouvements culturels. Bien entendu, chaque nation a ses propres organisations qui travaillent avec elle. Et un élément qui mérite notre attention et qui rehausse la qualité de Interwell provient d'une guerre qu'il y a eu entre l'Alliance transpacifique et la Chine aux alentours de 2080. Bien que la Chine ait gagné, elle est restée paranoïaque. Elle chasse et pourchasse même les espions de l'ATP depuis la fin de la guerre, ce qui a amené un grand nombre de personnes au contre-espionnage martien. Les Américains ont peur des Chinois, alors eux aussi s'équipent en un moyen d'espionnage. Et les seules personnes qui espionnent, c'est les Chinois. En plus, Mars est une planète ouverte. Elle ressemble à la ville dans le film Casablanca. Les autorités, les espions se pourchassent, les terroristes planifient des attentats. D'un côté, les autorités sont paniquées, de l'autre se préparent à une guerre. Il ne manque plus qu'une étincelle. Cette atmosphère est tout indiquée pour des aventures à la Agent secret ou encore Total Recall. Vous vous souvenez, le film avec Arnold Schwarzenegger? J'ai bien parlé des nations et des espions, mais il y a une chose qui doit être bien comprise. Les colonies sont avant tout des succursales pour les corporations. Car, voyez-vous, Mars a été colonisé pour être exploité et les corporations fournissent la main-d'œuvre et les nations les moyens de transport. C'est l'appât du gain qui a fait grandir les colonies martiennes. Donc, je résume. Tout le monde s'espionne avec le sourire aux lèvres. Les corporations essaient de se couper l'herbe sous le pied pour l'exploitation des ressources de Mars. Des terroristes de tout acabit planifient des attentats. Il y a des bases militaires partout et des armes en orbite. Tout est réuni pour le grand jeu de coulisses à la manière Humphrey Bogart. Le chapitre 5 explore Mercure. Il n'y a pas grand-chose à dire sinon que c'est une fierté européenne. Ils y exploitent des minéraux et de l'antimatière. Pour le reste, sa description n'a pas la profondeur de celle de Mars. Le chapitre 6 décrit Vénus. Même chose que le chapitre 5, 5 pages pour décrire les activités de la planète. Le chapitre 7 nous parle de quelques bases spatiales que l'on retrouve dans des astéroïdes, bases militaires, monastères et églises. Le chapitre 8 décrit les archétypes que vos joueurs peuvent incarner. Il y a le terraformiste, l'étudiant, le transporteur, le criminel des triades martiennes, l'espion et j'en passe. Le chapitre 9 parle des technologies, c'est-à-dire de l'équipement personnel, des logiciels, des modifications biologiques, des véhicules utilisés pour les déplacements sur Mars, Mercure et encore Vénus. Il y a 2 nouvelles classes de vaisseaux spatiaux. En résumé, on a affaire à un chapitre de chiffres et de formules à utiliser avec parcimonie. Le chapitre 10 est un bestiaire d'animaux modifiés, 5 pages de remplissage. Le chapitre 11, le dernier, est comme les livres du monde des ténèbres. En 7 pages, l'auteur nous donne en rafale des événements déclencheurs pour nos campagnes ou nos aventures. Plus précisément, il nous donne des cadres d'aventure qui correspondent à une carrière. Si vous avez un mineur ou encore un scientifique, le cadre est là. Il ne vous reste plus qu'à broder autour et vous vous retrouvez avec une aventure potable. Il est proposé aussi quelques mystères que vos joueurs pourraient rencontrer dans leur voyage à travers les planètes décrites dans ce supplément. Le chapitre 11, le dernier, est comme les livres du monde des ténèbres. En 7 pages, l'auteur nous donne en rafale des événements. Bon, comment résumer ce livre? Tout d'abord, je dois dire que c'est le plus décevant des livres de Transhuman Space que j'ai critiqué à date. Je ne dis pas qu'il est mauvais. En fait, il est juste mauvais entre le chapitre 3 et le chapitre 9. Mais je dis que le style de l'auteur et l'aridité de ses descriptions n'aident pas. Il faut avoir de l'endurance pour le lire au complet. Je pense que le plus gros problème après le style de l'auteur est le débalancement entre l'importance d'une planète par rapport à une autre. Mars est exploré au maximum, 55 pages de description. Le reste des planètes ne compte que pour 15 pages. C'est malheureux. Et oui, je le sais, c'est Mars le centre d'intérêt de ce livre, et comme vous serez nombreux à me le dire dans les commentaires que vous ferez sur mon blog, je tiens à vous répondre immédiatement que dans ce cas, le titre du supplément n'est pas approprié. Il aurait dû être Interwell : Mars and Other Consideration.
Malgré tout ce que je viens de dire, je tiens à spécifier que ce supplément est indispensable pour vos aventures dans le système solaire. En fait, les 3 suppléments qui décrivent le système solaire sont indispensables, point à la ligne. Eh bien, c'était ma 29e critique. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous l'avez constaté, j'ai perdu un peu de cette fougue que j'avais en lisant Deep Beyond. J'espère que ma prochaine critique, qui portera sur High Frontier, sera plus exaltée. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.